Moi, pour moi, la vie, c'est ça. Regardez tout ça, les olives, l'herbe, toute cette nature qui nous adore. Pour moi, choisir la vie, c'est accueillir la vie telle qu'elle est et non pas telle que je voudrais qu'elle soit. C'est faire confiance, quoi qu'il arrive. Choisir la vie, c'est choisir de ne pas mourir. Faire des babies. C'est vouloir respecter la vie de son tout début à sa fin naturelle. Parce qu'il est évident qu'il faut protéger le plus faible, le plus petit, le handicapé, le plus vieux et la vie naissante. Choisir la vie pour moi, c'est de dire oui tous les jours. Choisir la vie au quotidien, pour moi, cela signifie accueillir la vie telle qu'elle se donne à nous. Continuer à servir mon épouse, ma famille et mes contemporains. Choisir la vie, c'est comme dans un jardin, c'est l'accueillir, la contempler, la cultiver et aussi en cueillir les fruits pour les partager. Choisir la vie, selon moi, c'est par exemple passer lorsque le feu est vert sur un passage piéton. Choisir la vie, c'est sortir de chez moi le matin et rencontrer des gens, c'est m'ouvrir à l'inattendu, aux surprises et aller de l'avant. Alors le matin, pour aller à l'école, j'ai le choix, la voiture ou le vélo qui permet plus d'échanges et de convivialité avec les enfants. Allez, en route! Choisir la vie, c'est choisir de ne pas aller au McDonald's, par exemple, hein Josette? Choisir la vie, pour moi, c'est vraiment décider de voir ce qu'il y a de plus positif en l'autre, de voir le meilleur en l'autre, même et surtout avec les êtres que je supporte le moins. Choisir la vie, c'est aussi savoir renoncer. Décider aussi ce que je peux faire chaque jour pour être utile aux autres, pour exercer ma bienveillance. Choisir la vie, c'est par exemple dire stop après 3 verres de vodka. Je crois que pour moi, choisir la vie, ce serait essayer de s'élever. Donc choisir le beau, le grand, le vrai, le juste. C'est consentir au réel tel qu'il est et donc essayer de vivre le mieux possible le temps présent et l'attention à chacun. C'est intéressant de concevoir nos vies comme un processus d'humanisation, de vitalisation qui nous tirerait de l'inexistence, du néant, de la mort d'une certaine manière, pour nous emmener vers toujours davantage de vie, pour certains qui y croient de vie éternelle, mais il y a quelque chose de cet appel en nous à la vie. Alors ça se traduit par cette injonction de notre conscience de choisir la vie, ce qui signifie que peut-être nous pouvons essayer de discerner. Moi je trouve ça intéressant de se dire, donc à contrario, discerner quels sont les lieux de mon existence qui sont des lieux fossilisés, pourris peut-être, croupis, où la fatalité, ou une sorte d'esprit de fatalité ou de mort est venu comme figer les choses. Alors ça peut être par exemple dans une relation avec quelqu'un qui est devenu un ennemi ou un empêcheur ou qu'on a étiqueté au point que quand on le rencontre, on ne croit pas que puisse jaillir quelque chose de vivant, de nouveau, d'imprévu de cette relation. Donc il y a un travail qu'on peut faire en disant et si je laissais la vie venir purifier d'une certaine manière cette eau pour qu'elle devienne non plus croupie mais courante et découvrir de cette manière qu'on donne à l'autre sa chance de ne pas lui-même être dans la fatalité dans laquelle on l'enferme, un peu comme une fée carabosse qui lancerait un sort sur une relation qui est foutue. Vous voyez, toutes ces formules, ces mots qui ne laissent pas la vie s'exprimer. La façon dont je vais regarder dans le métro des personnes, vous avez peut-être remarqué, suivant la façon dont on se lever, du bon ou du mauvais pied, on peut tout noircir, tout voir de manière négative, ou peut-être au contraire appeler la vie
dans notre regard sur ces personnes, s'émerveiller des traits burinés, fatigués, y compris des personnes de la rue qui le portent parfois sur leur visage, et s'émerveiller et puis voilà, donner sa chance. Quand on a des projets, on a tendance parfois à faire des projets en voulant des résultats efficaces, c'est normal. Eh bien, plutôt que de s'enfermer dans le projet, accepter la part d'imprévu, la part de créativité qui va lui donner une autre tonalité, qui va se réadapter au réel, de ne pas tout enfermer, ce qui est une forme de mort, mais laisser beaucoup de vie, accueillir aussi que la vie va jaillir, non pas forcément et d'abord par l'efficacité plus ou moins conquise de notre projet, mais souvent plus par une fécondité, comme un surgeon de vie à côté des arbres morts qui parfois renaissent comme des phénix de leurs cendres. Vous voyez, il y a finalement toute une philosophie du choix de la vie qui va essayer de déjouer ces compulsions de fatalité qui ne contribuent pas à notre humanisation ni à celle des autres. Et au fond, chaque matin en me levant, chaque soir en me couchant, il y a peut-être deux façons, pour être caricatural, hein, me lever dans l'élan d'une vie ou simplement faire comme on a toujours fait dans une sorte de ritualisation un peu morbide. Et on le sait bien, vous le savez, que en renouvelant sans cesse son regard sur les choses, sur les gens, sur les rencontres, eh bien on a une vie plus dense, plus intense, qui nous satisfait plus. Et les parties trop ronronnantes de nos existences, même si on a besoin de rites pour se sécuriser, dans nos souvenirs ne nous marquent pas tant que ça. On est très marqué par ce qui a pu donner la vie. Et aussi bien sûr par ces temps de deuil qu'il est nécessaire de regarder, c'est peut-être mon dernier petit point, le choix de la vie passe par le consentement au deuil. À ces deuils qu'on a pu douloureusement absorber et peut-être en prenant ensuite de la hauteur, voilà, à quoi j'ai dû renoncer de mes projets, de mes amours, de mes idées, de mes ambitions, des personnes chères qui sont mortes. Et qu'est-ce que finalement, quand j'ai bien mesuré tout l'arrachement que ça représentait, qu'est-ce que j'en tire de tout cela, de ces deuils? Qu'est-ce que je tire comme force de vie de ces chairs disparues pour pouvoir ensuite être héritier de ces peines et des valeurs auxquelles j'ai pu parfois renoncer, alors qu'en fait, ce deuil me construit et me donne un nouvel élan de vie. Parce que ce choix de la vie, c'est aussi le choix de la régénération, plutôt que de celui de l'enfermement dans la tristesse. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui est très marqué par la joie, communicative, j'espère, dans le choix de la vie qui est un combat intérieur et qui aussi nous relie les uns aux autres. Alors j'ai deux choses à vous dire. Pour choisir la vie, deux recommandations. La première, passer par l'homme. Peut-être que certains se souviennent dans cette formation. Au début, nous avons travaillé sur tous les métiers, toutes les activités humaines et notamment sur l'architecture. Et nous nous rappelons peut-être de l'architecte Lucien Kroll et de sa femme Simone, qui sont des architectes pas comme les autres. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur travail d'architecture, ils passent par les hommes. Ils ne se contentent pas de concevoir des objets sublimes qui satisfont leur ego, ils travaillent avec des communautés humaines pour aménager des espaces aimables. Alors par exemple, sur une barre infâme des années 70, que tout le monde voudrait détruire à coups d'explosifs, il dit « il ne faut surtout pas faire disparaître à coups d'explosifs ce bâtiment ». Parce que quand on les fait exploser, eh bien, les architectes qui les ont créés ne sont plus là et les gens qui ont vécu toute leur enfance, toute leur vie dedans, eh bien, ils pleurent en voyant s'effondrer ce qui a été leur cadre. Et en même temps, il dit, ces barres d'immeubles, elles sont criminogènes, c'est-à-dire que les humains qui sont à l'intérieur, eh ben, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que l'environnement n'est pas favorable. Alors comment est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend des gens qui habitent là, il les met dans une salle, il leur propose de réfléchir et il leur dit quels sont vos projets de vie? Où est-ce que vous voulez passer? Qu'est-ce que vous voulez bâtir comme activité? Et il leur donne des mousses, du carton, et il leur demande d'imaginer ce que pourrait être un aménagement de l'endroit où ils vivent. Et il s'installe dans un coin, et de temps en temps, il dit « Non, ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que ça, c'est une poutre maîtresse, ou ça, c'est un mur porteur. Vous devez faire de telle et telle manière. Je vous propose ceci en alternative. » Et progressivement, eh bien, on voit émerger, à travers, je dirais, un projet, on voit émerger quelque chose qui est totalement différent et qui devient humain et aimable. Et c'est très amusant de voir justement la manière dont les plans successifs nous font passer d'un bloc d'immeuble à quelque chose qui devient presque une rue de village. C'est-à-dire qu'il reconstitue, grâce en mettant une communauté humaine en action, il reconstitue donc une manière de vivre. Alors, donc voilà, première recommandation,
passer par l'homme. Moi, personnellement, je me suis intéressé aux situations accidentelles et post-accidentelles, et c'est également ma conclusion. Si on veut reconstruire des modes de vie dans des lieux dévastés, eh bien, il faut passer par l'homme. Première conclusion. Seconde recommandation essentielle pour choisir la vie, c'est comprendre finalement de quoi il est question lorsque l'on parle d'écologie. L'écologie, ce n'est pas d'abord une question de protéger la nature, c'est d'abord une question ontologique, c'est d'interroger cette relation entre l'homme et la nature amenée par la modernité, qui place l'homme à distance de la modernité. Lorsque Philippe Descola, ce grand anthropologue français, découvre l'Amazonie, il découvre un monde, une forêt d'une extrême biodiversité, mais finalement dont le cœur même de cette biodiversité résulte de 8 ou 9 000 ans d'interaction entre l'homme et finalement cette forêt. L'homme ouvre des clairières, il y introduit des nouvelles espèces, des animaux viennent s'installer dedans, des graines nouvelles arrivent, toute une biodiversité s'installe, et puis ce sol amazonien étant assez pauvre, au bout d'un moment, la fertilité s'effondre. Eh bien, que fait l'homme? Eh bien, il plie bagage et il va ouvrir une clairière ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la clairière se referme, la forêt se réinstalle, mais toutes sortes de choses nouvelles sont arrivées et une biodiversité, donc, s'est installée sous l'effet de cette interaction. Et voilà ce que nous avons, donc, d'une certaine manière, c'est la étroite dépendance et, on va dire, appartenance de l'homme à ce milieu vivant, à cette nature, solidarité, même si l'homme y occupe une place à part. Et c'est également ce qui nous transmet la tradition judéo-chrétienne avec l'idée d'un Éden dans lequel l'homme est introduit. Donc Dieu plante le jardin, il amène l'homme pour le cultiver et le garder avec cette double fonction. Cultiver, c'est-à-dire se mettre à l'écoute dans une relation d'altérité, proposer, écouter, un peu comme le font aujourd'hui les personnes qui font de la permaculture, qui sont à l'écoute d'un sol vivant, et le garder, c'est-à-dire une fonction, on va dire, qui nous amène aujourd'hui à prendre attention à ce jardin planétaire dans lequel nous vivons désormais, dont certaines parties ont été touchées, gâtées, comme dit Rémi Brague, c'est-à-dire ce sont des terres désolées où l'homme doit réhabiter, réensemencer, rendre vivante et d'une certaine manière réparer. Donc voilà mes deux propositions pour notre thème « Choisir la vie », passer par l'homme et deuxièmement, refaire l'unité entre l'homme et la nature. Lorsqu'on cherche le thème choisir la vie sur Internet, ce qui est frappant, c'est qu'on va tomber sur des sites très souvent spirituels, si ce n'est chrétiens. Comme s'il n'y avait plus que une catégorie de la population qui s'intéressait encore à cette question de choisir la vie et qui pesait la question politique aujourd'hui sous cet angle-là. Choisir la vie plutôt que la mort. Alors, c'est un peu dommage, c'est à moins qu'on puisse dire, et c'est notre responsabilité vis-à-vis de nos contemporains d'attirer l'attention sur le fait que le thème politique, peut-être sans doute le plus important aujourd'hui, est autour de la vie. Pas pour conserver la vie, pas pour protéger la vie, pas pour dans une attitude un peu de protection, de nostalgique ou de régression. Reste que lorsqu'on apprend que 50% des espèces d'oiseaux ont disparu en France dans les 15 dernières années, comme un rapport scientifique l'a montré il y a un mois, se pose très concrètement la question de choisir la vie. Et très concrètement la question que nous devons nous poser dans notre consommation, par exemple, est-ce que mon irresponsabilité en tant que consommateur qui me conduit à accepter d'utiliser des produits dont je sais qu'ils sont polluants mais c'est plus facile, dont je sais qu'ils ont des conséquences sur l'environnement parce qu'on utilise des pesticides mais c'est plus simple, est-ce que ma responsabilité n'est pas directement engagée là? Oui, elle est directement engagée. Si je pense qu'il faut choisir la vie, c'est là qu'il va falloir choisir la vie, très simplement dans cet acte d'achat déjà. Alors choisir la vie, c'est aussi choisir le respect de la vie, et en particulier de la vie humaine, pas que de la vie animale, et en particulier de la vie humaine, dans des situations sociales graves. Alors, ça peut être la santé, respect de la vie humaine à toutes les étapes de la vie, que
personne n'a le droit de décider que la vie peut s'arrêter à ce moment-là ou que la vie doit commencer à ce moment-là. C'est une question politique, c'est important. Encore une fois, ce n'est pas une question morale, les deux étant liés bien sûr, mais c'est une question politique. Quelle société allons-nous construire s'il y a des experts qui décident de ce qu'est la vie, son cadre, sa qualité, son format? Et donc les non-experts, ils doivent subir les savoirs, les exigences des experts. Qu'est-ce que c'est que cette société? Si je choisis la vie, je choisis la vie telle qu'elle est donnée. Et la société s'organise autour de la vie donnée. Et non pas une société qui s'organise et puis qui découpe et limite la vie à ce qu'elle peut gérer. Donc choisir la vie, c'est choisir dans ces situations de la vie humaine, de privilégier en premier la dignité de la vie sur toute chose, et en particulier sur les considérations économiques, parce que maintenir la vie ou choisir la vie, ça coûte cher, et donc il faut savoir où on met notre argent, où on met nos ressources, là plutôt que dans les fusées qui vont sur Mars ou dans je ne sais quel grand rêve technologique. Et ça, c'est aussi une question qui se pose à chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous confrontés au fait de donner la vie bien sûr, mais aussi d'avoir à accepter la vie dans ses difficultés, dans ses fragilités, celles des personnes avec un handicap, celles des personnes en fin de vie, celles des personnes dont la vie est difficile. Et c'est un second aspect que je voudrais souligner. Quand on dit choisir la vie, c'est aussi la vie sociale dans ses dimensions matérielles. Choisir la vie, c'est regarder l'autre, celui qui travaille, comme un être vivant avant d'être un travailleur, comme une personne qui a une vie à vivre. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas? Quelle est notre responsabilité? Est-ce que lorsque j'achète un service, lorsque je suis en contact avec, dans un lieu de consommation, est-ce que je considère l'autre comme un être vivant ou simplement comme un fonctionnaire de la consommation, ou quelqu'un qui me doit un service? Est-ce que j'ai encore conservé ce regard de l'être vivant sur un être vivant? Voilà nos responsabilités simples, précises. Vous voyez, le thème général de choisir la vie peut paraître effectivement très large et très philosophique, mais très concrètement, posons-nous la question, est-ce que je suis un vivant qui regarde les autres vivants comme des êtres vivants? Voilà. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire tous les jours. Et c'est une correction de son regard que l'on peut apporter tous les jours. Parce que tous les jours, on est entraîné à privilégier la technologie, l'efficacité, la rapidité, et donc la violence faite à la vie telle qu'elle se déroule, avec son temps, avec la durée de chacun, avec l'écoute que l'on peut avoir. Avant d'enregistrer cette vidéo, je rencontre dans la rue une personne qui me raconte sa vie précisément, qui raconte sa vie. Personne qui est dans la rue. Bon, je restais un moment avec cette personne. Là, j'ai très simplement choisi la vie. C'est ni bien ni pas bien. Je ne porte pas de jugement moral sur mon propre action, mais simplement, techniquement, si vous voulez, politiquement, j'ai choisi d'écouter la vie plutôt que d'aller à ce rendez-vous, par exemple, où on m'attendait. Ben voilà, il y a eu un petit temps où j'ai choisi la vie. Voilà ce que c'est que choisir la vie. Vous voyez, privilégier, dans les moments de notre existence, privilégier le regard premier sur ce qui est vivant. Les oiseaux qu'on entend, et se dire que les espèces peuvent disparaître, les plantes que l'on consomme, et se dire que quand je ne consomme pas des produits tout faits comme ça industriels, mais à l'origine il y a du vivant, et puis bien sûr et essentiellement les êtres humains que nous sommes, appelés à devenir plus vivants, et à nous développer en tant qu'êtres humains, à nous humaniser, appelés à devenir vivants ensemble et à vivre ensemble et à fonder l'humanité. Voilà, notre regard sur la vie, c'est tous les jours que nous devons le porter sur tout être vivant. Alors à mon tour de partager avec vous ce qui est pour moi le fait de choisir la vie au quotidien, eh bien c'est tout simplement de travailler pour vous au quotidien au sein du courant pour une écologie humaine. Bien, nous arrivons au terme de ce parcours CAP 360 saison 3, merci à tous de votre présence. Donc, nous arrivons au terme, mais pour certains, il y reste encore l'action collective à mettre en place, évidemment. Et donc nous sommes preneurs de tous les retours que vous pouvez faire sur cette action, des photos, des vidéos, des reportages audio, des articles, enfin soyez créatifs, faites-vous plaisir et surtout faites-nous plaisir en partageant ce moment de fête et de joie.
Je profite de cette vidéo pour remercier tout spécifiquement les responsables d'équipe qui ont consacré du temps tout au long de l'année pour faire le lien entre vous et nous. Et ça, c'est très très précieux d'avoir vos retours pour ajuster en permanence cette formation. Voilà, je vous retrouve tout de suite au téléphone.